Salut, on se retrouve pour cette quatrième partie de nos retours des jeux de plis du TGM. Toujours en bonne compagnie avec Romain ici à ma droite, à gauche pour vous, et Philippe à l'inverse. Voilà, donc on va vous parler de 3 nouveaux jeux de plis. Certains vous avez peut-être entendu parler, d'autres probablement pas. On commence avec Makai Fuda. Je laisse Romain. Tu peux dire bonjour, Romain, d'ailleurs. Bonjour. Ah oui, c'est vrai. T'aimes bien des bonjours. J'ai enfin le droit de parler. Voilà, t'as enfin le droit de parler. Bonjour, Philippe. Ça va. C'est bon. Makai Fuda, jeu de plis avec un style 8-bit. Un jeu de plis. Oui. Ok. Ah oui, toujours. Il y a aussi des shadings, des ladders, des machins, tu vois. Prenez le pli, cher ami. On est sur un must not follow. Il ne faut pas fournir les couleurs déjà présentes sur la table. Il y a 4 couleurs dans le jeu, puisque ce jeu ne se joue exclusivement qu'à 4. Il y a écrit 3-4 sur la boîte. C'est une erreur. Ils ont mis un 3 par erreur. Je suis désolé pour eux. C'est un 4 joueurs. Et donc, il faut fournir les couleurs qui ne sont pas déjà présentes sur la table. Et si vous ne pouvez pas le faire, et ben vous rajoutez sur une couleur déjà présente sur la table pour la booster un peu plus. Yes. Voilà, et après le but du jeu, c'est que on ne cherche pas à gagner nous-mêmes des plis, on cherche à ce qu'une couleur sur laquelle on a parié soit la couleur qui gagne le plus de plis. C'est ça. Voilà, tout est là-dedans. Il y a des petites puces aussi, des petits pouvoirs sur certaines cartes. Il y a la magie. La magie, voilà, absolument. C'est ça. Donc, plein de petites choses. Des petites originalités, déjà un style graphique. Très particulier. Assez particulier. Hein. Tu le tiens à l'envers, la preuve que c'est particulier. Et voilà, c'est ça. C'est fin de journée en fait. Fin de journée. Pour ceux qui avaient des consoles de jeux vidéo dans les années 90 et 80, vous ne serez pas perdus. Très pixelisé. Exactement, moi j'aime beaucoup. Assez sympa. Voilà. Alors, à part ça, un twist particulier. Le twist particulier. Ah, attention. Le point, à mon avis, intéressant, c'est de jouer avec la variante et pas avec le point de départ. Ouais. La variante qui est c'est le fait de pouvoir commencer à parier qu'au 4e pli plutôt qu'au premier. Avant de commencer. Normalement, c'est avant de commencer le premier pli. Autant dire que c'est. Il y a une deuxième variante. Et la deuxième variante, c'est de pouvoir échanger son pari contre 10 points. Contre 10 points. Parce que oui, le gagnant est celui qui parie sur la bonne couleur, ça vous rapporte des points, et le premier qui a 80 points, en général c'est 2-3 manches la partie, remporte la partie. Voilà. Et en fonction des paris égaux ou pas, c'est-à-dire si quelqu'un a parié si plusieurs personnes ont parié sur la même couleur, les points seront moins importants si vous êtes les seuls à avoir parié. On pourrait croire que tu as joué le jeu. Bah oui. Exactement. Donc en twist, il y a le fait de parier sur une couleur et de ne pas chercher soi-même à gagner. Il y a aussi ce côté essayer de deviner qui a joué un peu sur quelle couleur. Ça va quand même assez vite, donc il va falloir assez vite voir qui fait quoi. Ce fait qu'il y a une espèce d'alliance de circonstances qui se mettent en place. Exactement. Il y a des cartes qui boostent d'autres cartes, c'est-à-dire le 9 rouge qui est considéré comme le boss du jeu, c'est la carte la plus forte. Et ben il y a des cartes qui sont empoisonnées, qui deviennent très très fortes, qui prennent plus 100 contre lui. Plus 100, c'était histoire de dire au moins on est sûr qu'il gagne. Et du coup, il peut y avoir un shared incentive de je joue ce fameux boss parce qu'on est tous les deux copains sur le bleu et plus ou moins je sais que tu vas essayer de mettre l'empoisonné bleu à ce moment-là pour que bleu fasse plus de plis qu'on gagne ensemble. Il y a un petit peu de déduction de ce que chacun a mis. Le dernier point aussi intéressant, c'est qu'en fait les couleurs ne rapportent pas le même point, c'est-à-dire que le rouge est plus facile à faire, entre guillemets, que le bleu. Les valeurs de cartes sont différentes. Les valeurs de cartes sont différentes. Les rouges par sont contre, plus fortes que les bleus. Celui qui a parié bleu et si c'est bleu qui gagne, on fait beaucoup plus de points que si on a parié rouge. Exactement. Voilà. Donc, franchement, moi, je trouve que ça fonctionne très très bien. Question tous les deux, est-ce que c'est fun? Est-ce que c'est contrôlable? Est-ce que c'est chaotique? Alors, on est sur d'abord les chaînes fun cérébrales, c'est comme Cédric aime bien. Moi, je trouve ça fun. Je respecte ce que dit le patron. Pas là, mais on va se faire. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça fun. Oui, c'est fun. Cérébral, difficile, parce que le contrôle est compliqué, puisque c'est un contrôle à plusieurs joueurs. C'est une sorte d'équilibre entre les joueurs qui amène le contrôle. Donc, c'est pas un joueur tout seul qui va dire bah écoute, moi je fais gagner le rouge tout seul comme un grand. Déjà, il faudrait avoir que du rouge dans la main pour. Et puis, il faudrait pas que les autres trop de cartes s'associent, quoi. Donc il faut jouer avec les autres, ce qui fait que sur ce côté-là, c'est chaotique, on va dire. Et par contre, oui, c'est fun, c'est rigolo, il se passe des trucs, ça chougne, la magie qui permet de booster des surprises, trucs. On a des coups sûrs et d'autres qui sont les derniers plis sont tendus. Il peut y avoir aussi un manque de tension
sur une couleur qui gagne trop de plis dès le début, et du coup elle rattrapera pas. Bon, c'est réglé, on peut limite arrêter presque un peu avant la fin, donner les points et recommencer. Et c'est là que la variante de pouvoir changer, si il y a vite une couleur qui est identifiée comme gagnante, le fait de changer à la dernière minute, si on garde la carte, ça peut être un petit peu... Je trouve que vraiment, aussi l'intérêt du jeu, c'est d'essayer de comprendre ce que les autres ont parié, justement pour essayer de tomber, de faire quelques alliances pour essayer de pousser, entre guillemets, une couleur. Exactement. C'est ça qui amène aussi du fun. Ouais, tout à fait. Mais c'est vraiment purement du shared incentive, à ce niveau-là. C'est ce qu'on a l'habitude. Tu disais en début de vidéo que c'était pas un 3 joueurs. Non. Tu peux dire pourquoi? Alors, à 3 joueurs, on enlève une couleur, la couleur verte. Et je ne saurais pas l'expliquer pourquoi, parce qu'on n'en a fait qu'une seule partie comme ça, mais le jeu tombe complètement à plat. Il ne se passe plus rien. Chacun, en fait, ce qui se passe, c'est que les cartes, je ne sais pas comment elles sont réparties. Il y a quelque chose qui ne marche plus. Il n'y a plus de shared incentive, il n'y a plus que je joue jaune, bleu, rouge, jaune, bleu, rouge. Ça devient très mécanique. Ça devient extrêmement mécanique, redondant, et il ne se passe plus rien. À 4, en fait, il y a peut-être cette petite dose de chaos en plus qui fait que ça marche beaucoup mieux. Mais à 3, vraiment... J'avais l'impression que j'avais acheté un très mauvais jeu. Et je ne comprenais pas comment il pourrait marcher à 4. Et en le jouant à 4, ça a été une révélation. J'ai fait, si, ça marche extrêmement bien. Je joue qu'à 4, donc je vais rien dire. Et pourtant, j'ai joué avec Jean-Charles. C'est vous dire que ça partait mal. J'ai joué à 4. Voilà. Vous validez? Moi je valide, ouais. Alors après, il faut apprécier effectivement le type d'illustration, parce que c'est quand même, ça pique un peu. Oui, ça, évidemment. Enfin, en général, ce qu'on ramène du TGM, en général, les illustrations viennent quand même en second plan, mais je suis d'accord avec toi, parce qu'on a vu d'autres trucs quand même, dont on a sans doute parlé dans d'autres vidéos, même des choses... Parce qu'on n'a pas tout repris dans ces vidéos, on a joué d'autres choses aussi. Il y a des choses aussi, on n'était pas tout à fait, sûr de l'avoir joué correctement, donc on voulait vraiment parler que des jeux... On parle que des jeux, on est sûr. Des jeux, on est sûr. Moi j'ai pris du bon temps, ça c'est sûr, et je trouve qu'il y a vraiment un twist intéressant de toute façon dans le jeu. Tout à fait. Ce côté de parier sur une couleur et pas soi-même ou un autre joueur ou quoi que ce soit, c'est extrêmement intéressant parce que justement ça amène une interaction autour de la table en fait. Et ça c'est très très malin quoi. C'est quelque chose que j'aimerais revoir un peu plus. On l'a vu déjà un petit peu hier avec Trickstakes. Exactement. Tu vas parier sur les paris hippiques. Avec un peu le même. Ici peut-être un petit peu plus simple. Plus simple par rapport à Trickstakes. Moins de choses, moins. Pour moi un petit peu plus de contrôle quand même, je pense que dans Trickstakes, mais après ça se discute. Il faut avoir fait à mon avis un peu plus de parties pour vraiment le dire. Donc là, pareil, bonne pioche, il ira dans ma collection de toute façon. Écoute, sans aucun doute, j'étais déjà, moi j'adore le style. Rien que pour ça, de toute façon, je l'aurais pris. Mais après, il va avoir joué, c'est clair et net. Ça fonctionne. Alors, on ne vous met pas la bande-son, mais Polytrickers. La bande son elle est sur YouTube, éclatez-vous. Elle existe. C'est comme ça. Vous laissez peut-être Philippe le présenter? Allez, Philippe, c'est parti. Là, sur le principe... Oh là là, une boîte de Wii avec des meeples à l'intérieur. Tu nous le fais à la Tom Vazel, à la Dice Tower. Exactement, je fais tomber. On va jouer des partis politiques. Absolument. Des chars qui font partie de deux partis politiques différents, qui vont finalement s'affronter. Et l'objectif, évidemment, c'est de faire gagner son parti politique et d'avoir ces meeples qui se trouvent effectivement sur l'emplacement de ce parti politique. Et plus on a de meeples, plus on va avoir de points, en sachant que mais attention. C'est une des façons de gagner des points, mais c'est à double tranchant. Il y a triple tranchant, il y a 3 manières de finir. Donc soit on arrive au bout des plis, et alors on est encore une fois sur un must-follow, mais double. Chaque parti politique suit sa couleur. Très particulier. Donc à votre tour de jeu, si vous êtes dans l'équipe des queues de chat, vous devez jouer la couleur des queues de chat. Donc si vous êtes le premier, vous les définissez, les autres doivent suivre. Si vous êtes dans la queue des petites patounes, vous devez suivre la couleur des petites patounes ou la définir si vous êtes le premier à la jouer. Voilà. Si vous n'avez pas la couleur de votre parti, pas de problème. Et c'est là que c'est intéressant. Vous retournez votre veste et vous partez dans l'autre partie. Par choix ou par choix, vous pouvez le faire par choix ou obligé parce que vous n'aviez plus la couleur demandée par votre parti. Et si vous n'avez ni l'une ni l'autre, alors là, c'est le renouveau politique. Vous effacez tout ce qui a été joué avant et vous relancez une nouvelle couleur. Et c'est parti pour les joueurs qui jouent après vous. Sachant que tu as 4 meeples au départ, plus un qui est de côté. C'est ça. Alors ça, c'est pour les gagnants du pli. Donc, dans les gagnants du pli, donc il y a les deux couleurs qui s'affrontent, les deux parties. Dans chaque partie, on fait l'addition de toutes les cartes. La somme la plus élevée gagne le pli. Dans cette somme la plus élevée, celui qui a joué la
plus petite carte gagne encore plus que les autres. Parce que quand on est le plus petit dans le plus gros parti, Sarkozy l'a dit, on a gagné. Et donc il vient placer un meeple sur le disque au centre de la table, du côté de la balance, du côté de la balance de son parti. Très bien. Celui de l'opposition, qui est le plus fort, lui récupère un petit meeple qui est de côté, puisqu'on en a 4 au début devant nous, plus 1 à côté, donc il le récupère. Et qu'on peut défausser justement pour changer de veste, même si normalement on ne pouvait pas le faire. Exactement. On fait ça peut défausser en défaussant. Et c'est comme ça donc on le récupère, qu'on peut après le replacer pour scorer. Cette mécanique est vraiment intéressante. Pas mal de choses. En sachant qu'en plus, dans les petits twists, si on se retrouve sans meeple et qu'on est obligé finalement d'en poser un, ça. Ouais. On est disgracié. C'est pas de collapse. Et dans ces cas-là, tous les autres joueurs gagnent autant de points que le nombre de meeples qu'ils ont devant eux, et nous on perd un point. Ça c'est une manière de finir le jeu. L'autre manière c'est d'arriver au bout de tous les plis, et dans ces cas-là, sur la balance, le côté qui a le plus de meeples gagne, et les joueurs gagnent autant de points que le nombre de meeples de leur couleur dans ce côté de la balance. Le troisième moyen de finir la partie, c'est qu'il y a 7 meeples ou plus d'un côté de la balance, et là il y a une désorganisation, un déséquilibre, un collapse, exactement. Du côté où il y en a le plus, on perd des points pour chaque meeple qu'on a là, du côté où il y a le moins, on gagne des points pour les meeples qui sont de ce côté-là. Voilà les 3 moyens de finir une manche. Et on va jouer autant de manches qu'il en faut pour qu'un joueur arrive à 7 points, qu'est la victoire. Et ça peut aller vite. Hein. C'est ça. Parce qu'on peut marquer 5 points. Franchement, l'aspect qui amène à ce qu'on puisse choisir de changer c'est là que le jeu se situe. De partie avec le fait de... Être obligé ou le faire par choix en sacrifiant. Oui, mais c'est surtout le faire par choix qui, à mon avis, permet justement de jongler avec ça, et c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment un twist très intéressant. C'est très malin. C'est très tordu. C'est un jeu, à la première partie, on est perdu. On est perdu, on se dit on contrôle rien, on sait pas ce qui se passe. Et puis on y rejoue, on se dit ah oui, ok, on commence à voir les choses. Je pense qu'il faut quand même quelques parties. Après, est-ce qu'au bout du compte, on a vraiment tous les cartes en main, est-ce qu'on maîtrise le truc, c'est difficile à dire, mais en tout cas, c'est un des plus intéressants, mais probablement aussi de par ses côtés assez originaux, sera un des plus clivants à table. D'ailleurs, il a partagé, certains qui ont acheté, on va dire, comme Philippe et moi, je pense. Ouais. Romain, moi j'aime beaucoup. Voilà, moi aussi j'ai vraiment envie de le réexplorer parce qu'il fait des choses différentes, et puis moi rien que pour le thème, la thématique est géniale, et c'est thématique. Elle correspond. Il n'y a pas beaucoup de jeux de piques qui ont une mécanique aussi rapport avec le thème, je trouve. Je pense qu'avec le précédent de Doboro, ils en ont montré un qui avait vraiment... oui. Non, c'est vrai. Les jeux de piques thématiques sont assez rares. En plus, le packaging est marrant. Ouais, ça par contre, on le voit, l'éditeur sorti. Voilà, c'est une catastrophe. Il y a le CD qui est pas de meilleur mot que ça. Qui est à la fois le plateau et le jeu central. Exactement. C'est la fameuse balance. Oui. Les cartes sont pas dedans parce que de toute façon, une fois qu'elles sont quand elles sont pas slivées, ça ferme ça rentre pas bien. Mais alors quand c'est slivé, c'est sûr, ça rentre plus. Terminé. Avantageux, il y a règles en anglais, donc ça. Et puis il y a le CD, donc. Mais évidemment. La question que tout le monde se pose, oui, le CD est capable d'être mis dans une chaîne hi-fi pour avoir une bande son. Une fois de plus, je vous conseille d'aller l'écouter sur YouTube. Oui, avant. Après avoir acheté le jeu. Oui, elle est disponible sur YouTube, donc, parce que évidemment vous avez besoin du CD pour jouer. Ou alors il y a une alternative apparemment. Oui, il y a des autocollants. Des stickers, mais enfin bon, en général, vous n'allez pas vous ennuyer. De toute façon, la musique. Non, elle a juste le mérite d'exister, ma part. Mais oui, la thématique est géniale. Cet éditeur est connu pour faire des boîtes comme ça. Ils ont fait leur premier jeu qui est Quack Corrupt Ducks, où on était des canards chinois sous un empire chinois quelconque, et on lançait des révolutions, qui était un shading game, qui marche très bien aussi. Il a un truc, c'est qu'il faut être 4 ou 5 autour de la table, je pense, très sincèrement, puisqu'il faut pouvoir... varier, qu'il y ait du monde, forces en présence. Choses, il y a déjà comme les joueurs sont répartis en deux équipes entre guillemets, entre pouvoir et opposition, mais forcément il faut un certain nombre de joueurs parce que si vous êtes deux partout, enfin 1 et 2 par exemple, c'est pas très bien. 5 c'était très bien. 5 c'était je pense que c'est un minimum. Je pense que 5 c'est excellent et 4 ça doit marcher quand même. Parce qu'on peut se retrouver à 3 contre 1. On peut même se retrouver à 4 contre 0. Ce qui est très bizarre, mais on peut y arriver. Mais encore une fois, c'est un jeu qui sera assez clivant. Je pense qu'il ne va pas plaire à tout le monde. Il y a notamment Cédric qui ne comprenait rien du tout. Donc, quand je dis qu'il ne comprenait pas l'intérêt. Oui, là, donc c'est pas un qu'on peut conseiller directement.
c'est... Oui, il est twisté, il est intéressant. On sent que c'est pas un jeu de pli, on va dire, très classique. C'est pas un classique du tout. C'est pas un classique, ça s'adresse pas à du familial. Ah non. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de choses à faire. Des gens diraient qu'on peut commencer jeu de société avec ça. Oui, on en connaît. Et déjà, en plus, rien que bien comprendre les tenants aboutissants, parce que les règles sont pas compliquées, mais il faut quand même les assimiler, parce qu'il y a beaucoup de En fait, il se passe plein de choses. À ton tour, tu peux faire plein de choses. Et comprendre ce qui réellement va profiter finalement. Il y a un peu d'opacité qu'il n'y a pas nécessairement dans ce genre de jeu. Tout à fait. Tout en gardant du fun. Tout en gardant du fun. Oui, c'est rigolo. Parce qu'il y a des changements, il se passe des choses en fait. Et moi, c'est ce que je préfère. J'ai suffisamment répété aujourd'hui. Donc, si on est sur une échelle fun cérébral, on est côté fun. Ouais, mais il y a quand même du cérébral. Oui, c'est vrai. À quel moment changer de partie et tout ça, c'est vrai. Mais on est quand même plus du côté fun. S'il faut revoir sur la longueur, c'est au niveau du contrôle par rapport à la finalité du truc. Est-ce qu'on peut vraiment, en jouant vraiment correctement, est-ce qu'on peut vraiment tirer son épingle du jeu? Ça, il faut voir. Maintenant, c'est pas pour ça de toute façon que le jeu serait désagréable et que ça empêcherait d'y jouer. Moi, je le mets en fun et KO, mais pas de beaucoup, mais je le mets en fun et KO personnellement. Et je sais que si j'y vais en sachant que c'est fun et KO, au moins je ne serais pas déçu, quoi. Enfin, voilà. Non, moi, c'est une bonne pioche. J'en attendais beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de contrôle quand même. KO, je trouve que bon, après, il y a des choses qu'on peut pas contrôler vers la fin. Quand tu es en début de pli, tu contrôles peu. Les derniers joueurs contrôlent vraiment comment ça va se terminer, ce qui va se passer, qui va faire quoi. La position dans l'ordre du pli change tout. C'est ça. Je pense pas qu'on ait vu. Si t'es premier, tu contrôles pas. C'est ça. Je pense pas avoir vu un premier joueur être celui qui vient placer son weapon à la fin, par exemple. Ok. Voilà. Ça, il faut savoir. Non, je pense qu'on est bon. On est pas mal. Moi, adopté, il me restera dans ma collection. Oui, pareil, j'aime bien. Ah oui. Tu serais capable de l'acheter? Ah oui. Et ben voilà. Je donne la réponse. Ce sera, à mon avis, pas le cas pour tout le monde ici. Moi, je conseille de le jouer avant de l'acheter. Il faut déjà le trouver. Mais si vous le voyez passer, ça vaut le coup d'essayer avant d'y aller. Ça, c'est un de ceux qu'on recherche activement, mais pour l'instant, on n'a pas encore pu mettre la main dessus. Et on termine avec un mastodonte. Alors, pas par la taille, mais par le palmarès, le fait qu'il soit connu, les recherches du jeu, tout le monde le veut, enfin bref. Là, pas vraiment un jeu du TGM, puisque c'est un jeu qui a déjà quelques années. Exactement. Mais on l'a inséré simplement parce que le Kickstarter a été livré très récemment, puisqu'il n'existait jusque-là qu'en japonais. Absolument. Il y a pas mal de texte sur les cartes, donc la version japonaise n'était pas vraiment jouable. Ce qui est assez marrant, c'est que sa fausse suite, qui s'appelle Trick Takers Kings, est sortie en anglais. Est sortie en anglais. Le KS a été fait avant en anglais. Ouais, c'est ça, mais directement par l'éditeur, tandis que même si c'est en association avec PGC aussi. Ici, c'est PGC uniquement. C'est PGC tout seul qui l'a fait. Et qui apparemment il y aura l'extension aussi, si j'ai bien Normalement, oui, il travaille dessus. Voilà, donc Trick Takers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de pli assez inspiré déjà, l'auteur, ne se cache pas, inspiré de Root, c'est ce qui lui a donné l'idée. Donc Root, vous ne retrouvez pas Root du tout là-dedans, ne vous attendez pas à ça, il n'y a pas de contrôle du territoire, etc. Mais il y a cette asymétrie, chaque joueur va recevoir un personnage, et donc il va jouer en fonction de son personnage. Le but, c'est de marquer un maximum de points. Et les points, comment vous les récupérez, c'est votre personnage qui vous le donne. Il y a certains qui vont vous dire, c'est vous gagnez un certain pli, il y en a d'autres, c'est vous misez, l'autre c'est gagner un nombre de plis. Vous avez des cartes avantageuses. Et la plupart donc ça joue en 3 manches, la plupart des rôles ont une condition de victoire particulière et un avantage dans la 3e et dernière manche, qui est assez conséquente. Et ça peut être assez violent. Ce qui est assez marrant aussi, c'est que ça se joue en 3 manches de 5 plis, donc on joue 15 plis, c'est très court. Très court. Et pourtant ça réfléchit fort, très court en nombre de plis, mais long en temps de jeu parce que... Et long en temps de règle aussi. Et sachant qu'on change de personnage à chaque manche. Chaque manche, on draft les personnages. C'est le côté vraiment intéressant du jeu, c'est ce draft des personnages, parce qu'en fonction de la main qu'on a, et de la manche dans laquelle on se trouve, on a envie d'avoir peut-être un personnage plutôt qu'un autre. Et ça, c'est très 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 intéressant. C'est un jeu aussi qui, ici on l'a joué à 5, c'est un peu comme Kings, je pense que c'est mieux à 4. Ouais, voire 3. À 3 aussi, il joue, et même ici il y a une variante à 2, et je pense, pour avoir lu les règles, je n'ai pas testé à 2, mais pour avoir lu les règles, je pense que ça peut fonctionner. Il a bonne presse à 2. Ouais. J'ai pas joué à 2, mais il a bonne presse à 2. Alors, le bémol, si on peut appeler ça un bémol, c'est qu'il y a quand même pas mal de règles. Oui. Les règles sont presque plus longues que la première partie. Même 100%, comme pour Kings. Même si il y a certains concepts qui sont... En fait, les règles sont pas nécessairement très longues, mais il y a certains concepts qu'il faut vraiment
assimilé et surtout, comme souvent tous les personnages. C'est ça. Et il faut comprendre l'interaction entre les personnages, parce qu'il y a certains personnages qui ont un pouvoir, mais qui sont annulés par un autre personnage qui a priorité, etc. Et donc, selon les différents cas, les différents scénarios, ça, il faut bien que ça rentre. Et c'est pas nécessairement évident à comprendre et à la lecture du manuel. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'il existe chez Garden Barn, donc de chez PGC, une vidéo d'1 heure qui explique le jeu et tous les personnages. Ça dure 1 heure, mais c'est expliqué vraiment dans le détail aux petits oignons. Okay. Avec les personnages supplémentaires. Tous les personnages un par un, et au contraire, il y en a 8, c'est ça? Il y en a 8 dans la boîte, donc il y en a 5 de base qu'on conseille pour la première partie, et puis 3. Et PGC explique, donc Ryan explique tout. Et il y a 2 vidéos d'ailleurs. Il y a une vidéo d'1 heure, vraiment dans les détails, où on répète plusieurs fois la même chose, le même concept, même expliquer carrément le pli, comment ça fonctionne. Et puis une version d'une demi-heure, je pense, qui explique vraiment, pour ceux qui ont déjà joué, qui connaissent, qui raccourcit tout et qui rafraîchit pas mal de choses, parce que c'est un jeu, encore une fois, il y a pas mal de choses, donc il faut, si on ne joue pas pendant un certain temps, il faudra y retourner. Les règles en elles-mêmes sont pas compliquées. Je vous laisse parler maintenant, je vais beaucoup parler. Les règles sont pas réellement compliqué. Ce qui est compliqué, c'est les interactions. Comme souvent un jeu de cartes à pouvoir, c'est souvent ça. Et que chaque personnage a son twist, sa manière d'être joué. Moi, j'ai découvert avec Trick Taker Kings, puisqu'il est arrivé avant en anglais, donc on a découvert avec celui-là, que j'aime énormément, qui est pas facile à sortir parce qu'il te faut les joueurs. Tu peux dire les différences avec les différences, est-ce qu'ils sont complémentaires et est-ce qu'il faut les deux? Il n'y a aucun doublon possible. Dans Kings, il y a une phase de draft, de setup et de tout ça qui est beaucoup plus longue parce qu'on prend beaucoup plus de cartes en personnel. On a un roi, dame, valet personnel. On a 3 cartes devant nous, dont une qui va nous servir au scoring. Ça fait énormément de cartes en plus des cartes en main. Ça reste sur 5 plis. Mais on a beaucoup de choses en plus, beaucoup de pouvoir, d'interaction, beaucoup de choses en plus dans Kings. Et ici, il est plus épuré, plus basique. En même temps, le nom est plus court. Donc, tu as bien l'impression qu'il y a un truc en moins. Il est plus rapide à jouer, plus simple dans cette idée-là, même s'il reste assez velu. Par contre, il te faut les joueurs qui vont avec. C'est-à-dire, il te faut soit des joueurs de pli qui adorent ça, soit des joueurs qui adorent du jeu avec de la symétrie, en fait, et qui ont envie de tout maîtriser. 100% symétrie. Et surtout, il te faut des tryharders. Il te faut des joueurs qui vont y jouer 5, 10, 15 fois. C'est pas un jeu du jour d'une fois. Exactement. Si tu joues qu'une partie, tu sors de ta partie, tu fais... Soit tu as vu quelque chose et tu dis j'ai envie. J'ai rien contrôlé, j'ai rien compris. Soit, voilà, j'ai subi ma partie, j'ai pas eu l'impression de maîtriser quoi que ce soit. Et puis j'ai pas compris le personnage. Mais comme on a vu sur d'autres jeux, très explicitement, comme on a vu sur Root, des gens sortir de leur partie et de faire... j'ai rien compris ce qui s'est passé, j'avais les oiseaux, tous les tours je collapsais, je comprenais rien de ce que je devais faire, et puis j'ai subi ma partie de route, et puis je les ai regardés jouer à la fin parce que je pigeais pas. Ce qui est bien là au moins, c'est que ça dure que 30-40 minutes, donc au moins tu subis pas trop longtemps. Il y a peu de plis. Donc pas de doublon avec Kings, il y a vraiment une autre idée, une autre approche, les personnages ont d'autres pouvoirs. C'est vraiment une question de goût. Et je pense pas qu'on puisse dire qu'il y en ait un de meilleur que l'autre. Non, c'est vraiment deux choses différentes. J'apprécie énormément les deux. Pour des choses différentes. Pour petite précision, le système de plis se fait exactement de la même façon. Oui. Les cartes sont même identiques. C'est les cartes identiques, quoi. Les couleurs, les numéros. C'est juste que dans Kings, on draft 2 personnages. Il y a plus de notions. 3 personnages. Oui, il y a la famille, moi, ce que je dis. Non, 3 devant toi. Un qui te sert de scoring et 2 pour les pouvoirs. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, il y a la famille et puis il y a vraiment le rôle, entre guillemets. Ici, il n'y a que le rôle, il n'y a pas la famille. Tout à fait. Mais Kings gravite vraiment autour du nombre de plis qu'on va faire. C'est vraiment ça. On va prendre des cartes. Alors qu'ici, il y a même des victoires immédiates. Oui, il y a des victoires immédiates, il y a des choses. Celui-ci est plus. C'est plus abrupt, c'est plus sec, c'est plus voilà. Bon, sachant que les victoires immédiates sont pas obligatoirement faciles. Difficiles. Ça dépend les joueurs. C'est ça. Ils sont durs à mettre en place. Il faut que les planètes. Il y a certaines qui sont faciles à mettre en place si les autres joueurs sont pas prudents en fait. Exactement. Alors, je pense notamment à Résistance par exemple. Si les autres joueurs bagages, si on ouvre un pli en noir, la Résistance peut vraiment gagner la partie. Bien sûr. C'est ça. Bref. Donc c'est un jeu assez technique, un jeu très intéressant. Encore une fois, tu disais qu'il ne fait pas doublon avec Kings, je dirais peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, si vous aimez le draft de personnages et un jeu de plis asymétrique, là non, ils ne font pas doublon parce qu'ils sont vraiment. C'est deux choses différentes. En fait, c'est la finalité qui est différente. Le jeu de plis en lui-même est assez proche. Mais moi, je garde les deux et moi je les adore. Et d'ailleurs, la partie qu'on a fait tout à l'heure, donc il y a une partie à 5. Il a plutôt divisé, j'ai expliqué à tout le monde. Il a plutôt divisé, je pensais pas qu'il allait diviser autant. Je pensais vraiment qu'il allait avoir plus d'adhésion. J'étais surpris.
Voilà, parce que moi, peut-être pas parce que j'avais un petit peu d'expérience de King, j'ai pas mal joué. Je pense que c'est aussi parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure... 5, c'est pas la meilleure config pour une première partie. Et puis c'est une première partie, et tu l'as dit, pour un peu appréhender le jeu, il faut y jouer pas mal, etc. Certaines personnes s'arrêteront la première partie. Mais parce que effectivement, tu as une forme de micro-règle du fait des interactions qui va s'accumuler. Il se passe beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, tu dis, je sais pas où ça va, quoi. Et puis sur l'échelle fun cérébrale, on est clairement du côté cérébral, c'est-à-dire que tu rigoles pas autour de la table, ça joue sérieux. Je dis pas qu'il n'y a pas de fun, il y a des jeux qui sont... C'est pas un Shinzawa, il y a quand même... un Shinzawa, il n'y a pas de fun, il y a zéro fun. Ici il ne faut pas dire qu'il y a zéro fun, parce que quand tu arrives à faire une victoire immédiate, tout ce genre de choses... Oui, ok, d'accord. Ouais, mais c'est très cérébral. Sur le contrôle KO, tu es clairement du côté contrôle, mais il faut le voir. Il faut le voir, parce que tu dois tenir comme dans le route, en fait. Exactement. Tu dois tenir compte, tu dois vraiment exploiter à fond ton personnage, mais en plus tenir compte de ceux qui sont à table et qui a pris quel personnage. Si je devais faire un autre parallèle avec des Eurogames et ce genre de choses, j'irais du côté d'un Lacerda, tu vois, qui sont des jeux techniques, des jeux où il faut y revenir, c'est-à-dire qu'au bout d'une partie, tu n'as pas vu le jeu. Non, bien sûr. Et là, on est sur la même chose, mais à l'échelle d'un jeu de pli. Donc, à l'échelle d'un jeu de pli. On est quand même sur un jeu de pli qui dure 40 minutes, avec à peu près la même durée de règles sur une première partie. Mais que 15 plis, paradoxalement. Mais que 15 plis, paradoxalement. sur un Vignos, tu n'as que 6 manches, tu vois. Et pourtant, paradoxalement, tu es à 3 heures de jeu. Et donc, que 15 plis, 40 minutes de jeu, 40 minutes de règles. Sur Kings, tu as même plus de règles que de temps de jeu, ce qui est incroyable. Mais tu étais dans cet esprit-là, dans l'esprit de jeu assez vraiment particulier, mais essayer des choses un peu uniques, une espèce de case unique dans les jeux. C'est ça. Il n'y a que Kings qui lui ressemble, je n'ai pas joué à d'autres jeux. Il y a Little qu'il faudrait que je joue pour voir ce que ça donne, mais oui, c'est vraiment une particularité. Il pourrait y avoir un peu Nokosu Dice qui pourrait être proche dans cette idée de un jeu technique, un jeu où il faut y revenir. T'aimes moins Nokosu Dice, donc c'est logique que tu vas aimer. Mais ce côté technique, ce côté, il faut que j'y retourne. Oui, à ce niveau-là, mais c'est sur ça. Je vois pas de comparaison entre eux du tout. Si ce n'est que c'est vrai que c'est des jeux qui demandent forcément, comme c'est des jeux, on pourrait appeler ça un peu plus expert dans le genre. C'est vrai que forcément ça demande un peu plus de pratique, un petit peu plus. Je pense qu'un Nokosu Dice, c'est d'une certaine façon, même si c'est technique, est plus abordable que Bien sûr qu'il est plus abordable, tu n'as que des cartes et des dés. Alors qu'ici tu as du texte, tout simplement. Là tu as du texte et... Je sais pas. Je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend des joueurs, des goûts et des cerveaux. Je suis pas sûr. Mais je suis pas sûr. Dans une approche générale, je pense clairement que vu qu'il y a du texte, de la symétrie et tout ça, là où Nokosu Dice, on va dire que c'est plus mainstream. Oui, mais ici, si tu connais les règles, je pense il y a des gens, Nokosu Dice, le gameplay lui-même peut passer au-dessus de la tête de quelqu'un. Ah, absolument, ça arrive, ça m'est déjà arrivé. Si ça passe au-dessus de la tête, c'est parce que les règles passent au-dessus de la tête. Ouais, donc c'est peut-être. Il faut réessayer le lendemain à tête reposée. Quoi. Donc là aussi, encore un qui est un peu partagé, plus que je ne pensais. Moi j'adore. Il reste un. Ça reste un très bon jeu. Il a une place. Si vous êtes amateur de jeu de pli, il y a place dans toutes les collections pour moi. Franchement, c'est top. Oui. Ce sera pas le jeu que tu ressortiras toutes les semaines. Et plus facilement les joueurs. Plus facilement trouvable que le précédent. Oui, parce que désormais édité aux États-Unis, PGC fait sa boutique en ligne que tu retrouves tout le temps. Je ne sais pas s'il y en aura longtemps, mais pour l'instant il y en a. Il y en a, il est trouvable. On va en rentrer d'ailleurs en boutique. Et puis t'es pas à l'abri qu'une VF finisse par arriver un jour. Il y a bien Kings. Kings arrive en VF, donc pourquoi pas celui-là quoi. C'est assez étonnant d'ailleurs. Que Kings arrive en VF, c'est très surtout que c'est un des premiers de la vague de VF qui est arrivé avec leur nouveau. C'est un des premiers. Mais bon, c'est pas un de ceux qui est encore arrivé. On va voir quand est-ce qu'il arrive. C'est pas un de ceux qui est encore arrivé. Tout à fait. C'est vrai, quand est-ce qu'il arrive? J'en ai aucune. Encore une très bonne série. Hein. Je pense, voilà. Quelque chose d'autre à ajouter sur les 3 jeux? On va faire de toute façon. On a 3 jeux finalement très différents, mais qui sont tous les 3 assez particuliers. Ouais. Ça c'est le point commun, les 3 à la série ici. C'est probablement ceux qu'on peut pas. Aucun on peut les conseiller directement à tout venant. Ouais, tu peux pas y aller. Il faut se renseigner. Sans doute que Polytrick c'est peut-être le plus clivant, on va dire, à la fin. Quoi. Celui où vraiment faut essayer avant. Exactement. Quelque chose à ajouter? Tout va bien? De toute façon, il y aura, je pense, une petite vidéo trop. On va tous donner un petit peu nos avis sur les différents jeux, même peut-être potentiellement sur ceux qu'on a joués dont on n'a pas parlé. Allez. Je pense que pour ceci, on va s'arrêter là. Allez, soyons fous. Prenons le pli. Oh. Je te laisse le dire, Philippe. le jeu de pli, c'est bien, mangez-en. Exactement, c'est la vie. Ou prenez le pli si vous voulez. Prenez le pli, c'est important. Allez, à la prochaine. Merci beaucoup.